Je vais revenir au jeu de trick-track. Le jeu de trick-track, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le trick-track concernant les règles, des exercices, des probabilités, tout un tas de choses. Et dedans, j'ai introduit des mots de vocabulaire, un grand nombre de mots de vocabulaire que j'ai expliqués. Mais maintenant, je voudrais faire des vidéos uniquement axées sur le vocabulaire. D'accord ? Axées sur le vocabulaire. Le vocabulaire du trick-track est très riche, mais vraiment très riche. Et ça peut être assez paradoxal parce que c'est un jeu qui ne nécessite pas de parler. On peut faire toute une partie sans parler, c'est possible. C'est tout, on peut. Mais sachant que la parole, si vous voulez, n'a pas d'intérêt. Vous pouvez dire une chose qui ne correspond pas à ce que vous faites. Ce qui va compter, c'est les actes, les faits, les déplacements du matériel. Le matériel que vous voyez là. Et donc, si vous déplacez du matériel, ça signifie quelque chose. Par contre, la parole, bon, si elle correspond à ce que vous faites, tant mieux. Mais si elle ne correspond pas à ce que vous allez faire, votre parole, c'est pas parce que vous avez dit une chose que ça comptera. Évidemment, c'est désagréable, hein, mais bon, pour l'autre. Mais c'est comme ça. Il n'existe que deux expressions qui peuvent prendre qui sont prioritaires, on va dire, sur le geste. Il n'y en a que deux. Et c'est pour la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous avez marqué des points, des parties, des trous, hein, on verra après, lorsque vous avez marqué des trous, vous avez marqué plus de 12 points ou plus, vous avez marqué une partie simple, une partie double, etc. Et lorsque vous marquez des parties sur votre coup de dé, lorsque vous marquez, à ce moment-là, vous devez prendre une décision. C'est l'importance aussi du trick-track, c'est ça. C'est ce moment-là. Vous allez prendre une décision, soit vous laissez toutes les dames telles qu'elles sont au moment où vous avez marqué les points, qui vous ont permis de marquer des trous, et soit c'est uniquement dans ce cas-là d'ailleurs que vous allez pouvoir prendre la décision, soit vous allez renvoyer tout le matériel comme il est actuellement au départ, mais je ne parle pas évidemment des fichiers et du drapeau, là. Non, je parle que des dames et des jetons. Alors là, ça veut dire que vous décidez de renvoyer, on appelle ça renvoyer. Et on s'appelle ça exactement, le terme exact, c'est s'en aller. Vous dites je m'en vais. Si vous dites je m'en vais avant d'avoir touché vos dames, eh bien, vous serez obligé de vous en aller. C'est-à-dire que vous serez obligé de vous renvoyer. Alors que normalement, la parole n'a pas d'influence. Donc, si vous le faites avant l'action, vous serez obligé. C'est-à-dire que si vous dites je m'en vais, mais que vous faites des gestes pour tenir, l'adversaire vous dira non, il faut s'en aller. Sachant que quand un joueur dit je m'en vais, l'autre peut déjà renvoyer ses dames. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, il n'est pas question de changer d'avis. Hein. Donc c'est pas possible. Donc du moment que vous dites je m'en vais, vous êtes obligé de vous en aller. Par contre, si vous dites si vous ne voulez pas vous en aller, vous allez dire je tiens, je reste. Vous allez rester, c'est-à-dire que vous allez laisser tout en l'état et continuer, sauf pour l'adversaire, quand on le sait, les points vont être effacés. Mais à ce moment-là, vous allez donc dire je reste, autrement dit, tout va rester en l'état, et vous allez espérer marquer encore davantage de trous, parce que vous avez jugé que votre position est avantageuse. Vous allez vous en aller si votre position n'est pas avantageuse. Alors, pareil, si vous dites je reste, eh bien, vous êtes obligé de rester. D'accord ? Vous serez obligé de rester. Et donc, si vous faites un geste pour vous en aller, non, on peut même vous faire ce qu'on appelle que c'est une fausse case. Ouais. Parce que vous n'avez pas le droit de toucher
une dame, comment vous dire, vous n'avez pas le droit de toucher. Si vous touchez une dame après avoir lancé vos dés, vous devez la jouer. Vous voyez, vous devez la jouer, c'est tout. Donc si vous avez dit je m'en vais, peu importe, là c'est différent, parce que vous vous en allez, c'est-à-dire vous n'allez pas jouer le coup, donc vous renvoyez tout. Mais si vous dites je reste, à ce moment-là, les dames, vous allez devoir jouer le coup, avec les dames telles qu'elles sont. Alors si vous en touchez une, vous allez devoir la jouer. Votre adversaire vous obligera à la jouer, et c'est pas la peine à ce moment-là de dire que ben non, vous vous en alliez. Non, pas du tout, parce que vous avez dit je reste. Voilà. C'est très important. Parce que ça implique l'autre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Par contre, si vous avez commencé à bouger les dames de manière telle évidente que vous allez rester où vous en allez, eh ben vous ne pouvez pas, si vous dites l'inverse par la parole n'aura pas d'importance. Ce qui comptera, ça sera le geste. Donc c'est celui qui sera fait en premier. Si c'est la parole qui est en première, il faudra la respecter. Si c'est le geste en premier, il faudra le respecter. Sinon, tout le reste, ce n'est pas préjudiciable. Voilà. Ce qui va compter, c'est le mouvement. Donc ça, c'était très important. Pour vous dire l'importance du vocabulaire uniquement dans un cas très précis. Tout le reste, je vous dis, ça n'a pas de... Il faut le connaître. Pourquoi ? Parce que ça permet d'abord pour apprendre le jeu, de savoir de quoi on parle, hein, et aussi pour parler entre joueurs des positionnements, des jeux. Bon, c'est un vocabulaire technique. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire en préambule. Alors je vais maintenant vous parler d'abord de ce que l'on voit. D'abord, tric-trac, je l'enlève. Donc on voit quoi? On voit d'abord du matériel, on voit quoi? On voit un tablier. Un tablier en bois, là, avec le fond, les deux fonds, le tablier. Et puis ici, vous voyez des tables. Alors, 15 tables noires, 15 tables blanches ici, mais on va tout de suite voir que le lien qu'il y a entre les tables ici et le tablier ici, bon, et il est simple. Avec, si vous jouez aux dames, vous jouez sur un damier. Si vous jouez aux échecs, vous jouez sur un échiquier. Et si vous jouez aux tables, vous allez jouer dans un tablier. Voilà, ça vient de là. Pourquoi table? Parce qu'en fait, ce sont des tables, taboula, hein, en pluriel. Donc en latin, c'est petites tables, ça, c'est tablettes en fait. Et qui servent donc à jouer. Tablette de bois ici. Ici, c'est de l'ivoire. Voilà. Et donc, ça vient de là. Cependant, disons tout de suite qu'on n'utilise plus le mot table depuis la fin du XVIe siècle. Mais on utilise le mot dame. Et toujours le mot dame. Ça n'a rien à voir avec des dames. Voilà. Rien à voir. Alors donc, c'est pas gênant d'utiliser le mot dame à ces jeux-là. Et d'où ça vient? Moi je pense que ça vient tout simplement que derrière le tablier, là, à l'inverse, dans la boîte, il y a un jeu d'échecs, 8-15 sur 8. Et, mais on jouait aussi aux dames, hein, ça s'est développé les dames. Et je pense que comme on utilisait les mêmes tables, on a fini par appeler dame le matériel qui servait à jouer aux dames derrière. Voilà, c'est tout. Je n'irai pas plus loin là-dessus parce qu'on ne connaît pas l'origine du mot dame au jeu de dames. On ne le connaît pas formellement, il y a des idées, mais on ne le connaît pas. Donc je ne vais pas le développer. Donc sachez que depuis la fin du XVIe siècle,
les pions s'appellent des dames. Donc moi je ne parle plus que de dames. Voilà. C'est des dames, mais on joue dans un tablier. On conserve quand même le mot tablier. Et le type de jeu, le tric-trac, est un jeu de table. Voilà. On conserve l'appellation ancienne. C'est conservé, par exemple, en espagnol, hein, tablas, ouais. En anglais, tables, voilà, tables, etc. Voilà. Mais nous, c'est dames. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai parlé des pions, j'ai parlé du matériel dans lequel on joue. Et il y a encore, le mot table est utilisé encore aussi pour désigner le fond du tablier. Il y a deux tables ici, une ici et une ici. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une table, c'est une planche, plate, pas très épaisse, c'est des tables. Donc c'est une table, une deuxième table, et ça c'était avant 15 tables de chaque côté. Alors eux, ils gardent leur appellation de table. Alors au tric-trac, chaque table a un nom différent. Et ici ça va être la table des petits gens, et ça c'est la table des grands gens. Alors pourquoi? Parce que le petit gens, tout ce qui est gens au tric-trac, est une situation de jeu qui rapporte des points. C'est comme ça qu'on va augmenter les points pour gagner. On additionne le résultat des gens, voilà, que l'on a réussi. Donc c'est dans cette table ici que l'on fait les petits gens. Et c'est dans cette table qu'on le fait les grands gens. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la table des grands gens et la table des petits gens. Celle où se trouvent les talons, ça s'appelle la table des petits gens. Je vous rappelle vite fait ce que c'est qu'un petit gens. Un petit gens, ça consiste à remplir, ce qu'on appelle remplir. Tout ça rentre dans le vocabulaire. Hein. Remplir, faire son plein. C'est-à-dire faire le plein ici. C'est-à-dire couvrir avec deux dames chaque flèche. Ici c'est déjà fait, mais vous en rajoutez deux et deux. Après vous en mettre un peu plus. Hein. Mais il faut qu'il y en ait au moins deux. Là. Partout ici. Même s'il y en a qui sortent, c'est pas grave. Et ici, si vous en avez ici, vous avez réussi à remplir ou à faire votre plein ici. Alors, on dit que vous avez fait le petit gens qui va vous rapporter 4 points. C'est un petit gens. Et donc, ça vient de là qu'on fait que cette table s'appelle la table des petits gens. Les noirs font leur petit gens ici, les blancs font leur petit gens ici. Vous avez les blancs, j'ai les noirs. Par contre, ici, si vous faites la même chose ici, moi ici et vous ici, on appellera ça le grand gens. Voilà, voilà. Ça, c'est le grand gens. C'est celui qu'on cherche à faire hein, en priorité. Il peut rapporter beaucoup de points. Bon. C'est le grand gens. Les deux, votre grand gens, le mien, votre petit gens, le mien. Table des petits gens, table des grands gens. Voilà, ça vient de là. Voilà. Alors, je peux quand même vous dire une chose, c'est que, ça, bon, on le sait dans les règles, c'est qu'il existe aussi un genre dit de retour. Alors pourquoi? Parce que les dames, vous voyez les blancs, ils font un sens aller. Vous voyez, ça c'est le vocabulaire. Ça c'est le sens aller, et ici, pour vous, c'est le sens retour. Vous revenez vers la base. Quoi. Donc, sens aller, sens retour. Dans le sens aller, vous faites le petit gens, le grand gens. Au sens retour, vous ne pouvez pas faire de grand gens ici, ce n'est pas possible, parce que vous ne pouvez jamais vous mettre ici, on en reparlera. Par contre, vous pouvez tout mettre ici. Quand les noirs vont quitter, vous allez pouvoir faire comme le petit gens, mais le faire de ce côté-là. Vous allez pouvoir remplir ici. Et bien ça s'appelle un genre de retour. Tout simplement parce que c'est au retour que vous avez pu le faire. C'est le seul qu'on peut faire au retour. Alors on aurait pu appeler cette table des petits gens, on pourrait aussi bien l'appeler la table des gens de retour. Mais comme on va appeler la table de grands gens, on appellera ça les petits gens, et en plus, le genre de retour est très rare. Voilà. Je vous ai expliqué le matériel. Bon. Et j'ai même commencé à vous parler des gens. Voilà.
Alors, j'en ai besoin pour les appellations. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est là, ça, je le dis, bon, ben, ça c'est, il y a 12 trous là, un en regard de chaque flèche. Ça c'est les miens, ça c'est les vôtres. C'est nécessaire pour gagner pour marquer les parties que l'on gagne. Alors on va gagner chaque fois qu'on va marquer 12 points, on va pouvoir gagner une partie ou une partie double, après ça peut être des parties triples, etc. Mais ça il faudra revenir vers les règles pour savoir. Alors comment se matérialise une partie gagnée? Ben, par un trou. Si vous gagnez une partie simple, un trou. Une partie double, deux trous, une partie triple ici, partie quadruple, etc. Et comment on s'y repère, hein? Eh bien, on prend ce qu'on appelle un fichier qui est ici. C'est un trou en attente ici. Donc, c'est là, voilà. Et ça, on appelle ça une bande. Hein, vous avez, d'accord? Ça, c'est la bande des fichiers, ici, ou des talons. La bande des fichiers, ou des talons, parce que ces cases-là s'appellent la case des talons. D'accord? C'est le talon. Voilà. Donc, voilà. Mon talon, votre talon. Bon, ça c'est un mot courant, hein, on le voit au jeu de cartes. Voilà. Bon, c'est là où il y a tout qui est prêt à démarrer. Voilà. Et ensuite, alors si je fais une partie simple, ben, je me mets ici, je mets mon fichier dans le premier trou, partie double, partie triple. Admettons que j'ai gagné une partie triple. On continue, on s'en va, on rejoue, on continue, et je marque à nouveau. Et je marque une partie simple, et je déplace d'un cran, etc. Donc voilà comment ça se passe. Donc les trous servent à matérialiser le nombre de parties gagnées. Partie simple, partie double, partie triple. Voilà. Et lorsque vous arrivez au bout, au 12e, si vous arrivez le premier au 12e, vous avez gagné. Vous avez gagné quoi? Donc vous avez gagné aussi une partie. Vous avez gagné la partie de trick-track. Là, ce n'est pas une histoire de partie simple, partie double, vous avez gagné la partie de trick-track. Alors, il y a ambiguïté quand même avec le mot partie qu'on peut utiliser pour compter qui servent à gagner la partie de trick-track. Bon. Cette partie de trick-track est appelée une partie en 12 trous. Alors pourquoi? Parce que les parties, comme je vous dis, quand j'ai dit une partie simple, etc., oui, sur le coup, mais ce qui compte, c'est le nombre de trous. Donc on a dit, bon, ben, on ne va pas dire que vous gagnez une partie simple, une partie double, une partie triple. Vous allez dire, par exemple, ici, un trou, ou bien deux trous, ou bien trois trous, etc. Et puis quand vous êtes ici, peut-être vous direz deux trous de plus après, etc. Donc en fait, la partie de trick-track va se jouer non pas en une succession de parties simples, doubles ou triples, etc., mais en nombre de trous, succession de trous qui seront marqués. C'est pareil, ça revient au même. Mais on utilise rarement le vocabulaire partie simple, partie double, partie triple, mais plutôt on parle en nombre de trous. Et lorsque vous êtes arrivé au 12e, vous avez gagné la partie de trick-track. Voilà. Et si on veut vraiment faire le distinguo entre les deux types de parties, c'était la partie complète, alors on appelle ça une partie entière à ce moment-là. Vous avez la partie simple, et ici c'est la partie entière. Voilà. Mais vous avez encore une autre expression, vous voyez que le nombre de mots utilisés est important, c'est-à-dire que vous avez aussi, pour faire le distinguo, entre partie de trick-track et partie simple, etc. Et vous pouvez dire que vous faites un tour. C'est un tour de trick-track. Donc voilà. Le tour, c'est 12 trous. Voilà. Vous voyez, vous pouvez naviguer avec tout ça. Donc vous avez gagné le tour. Mais bon, on va dire plus souvent d'ailleurs la partie. Hein, en 12 trous. Voilà. Donc, rappelons-nous que si tous ces termes existent, celui qui est prépondérant, c'est le mot trou. Hein. Et puis, en fait, on dit même pas vous avez gagné la partie entière ou vous avez gagné le tour. Vous allez dire tout simplement 12 trous, c'est fini, vous avez gagné. Voilà. Mais il faut connaître tout ce vocabulaire et arriver à en faire le distinguo, ce que je viens de faire. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste 3 trous ici, 3 trous ici. Bon, on a vu, il y a un trou qui tient ce qu'on appelle le pavillon,
Mais bon, il est arrivé tardivement quand même, hein, on va dire au XVIIIe siècle. C'est un pavillon, c'est un drapeau. Hein. Bon, euh, mais ça, je ne vais pas trop parler de ça, parce que c'est une marque, en fait, qui veut dire qu'on est en mesure de gagner le tour, ou la partie entière, double. C'est-à-dire que si on a misé un certain montant, on va gagner double. Et des fois où il y a des formes où ça va être triple, quadruple, etc. Bon, ça sert qu'à ça. Voilà, d'accord. C'est pour savoir qu'on va pouvoir gagner double. Et encore, c'est pour celui qui a commencé à marquer des trous en deuxième, hein, uniquement. L'autre n'en a pas besoin. Celui qui marque en premier n'a pas des trous, n'a pas besoin du pavillon. Et ça, c'est des règles, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous dis ça, simplement. C'est une marque, c'est tout. Ça, ici, si vous n'utilisez pas le pavillon, vous pouvez utiliser ça. À ce moment-là, au lieu du pavillon, quand vous allez marquer, vous allez le mettre autour du fichier et déplacer comme ça avec. Voilà. Et quand vous devez l'enlever, vous l'enlevez. Et ça s'appelle une cravate. Donc on met la cravate, on retire la cravate, ou alors on prend le pavillon, ou on prend le pavillon. Quand il n'y avait pas de pavillon, pourquoi il n'y avait pas de pavillon? Parce que ces trous-là, qui étaient plus forts que ici, là, par contre, plus carrés, ils servaient à mettre un petit bougeoir avec une tige carrée, pointue, et qui servait donc à jouer le soir ou la nuit. Donc à ce moment-là, il n'y a pas question de mettre un pavillon. Le pavillon pouvait être posé comme ça. Et si vous voulez, je peux vous dire une chose, c'est que quand j'ai trouvé ce pavillon, c'était dans une petite vitrine, et il n'était pas dans cet état-là, il était monté à l'envers, et il était couvert de cire. Il y avait de la cire. Autrement dit, vous voyez, il se démonte, et parce qu'il tourne pour pas qu'on l'abîme. Et puis, il devait être posé là, et la bougie a coulé dessus. Voilà. Donc, c'est preuve que c'est un pavillon qui a bien été utilisé. Restent les fichiers on les a vus. Les fichiers, c'est des petites fiches qui se mettent dans les trous pour matérialiser le nombre de parties simples, doubles, triples gagnées. Voilà. Et ça, on va dire 2 trous, 3 trous, 4 trous, etc. Voilà. Là, je pense que je vous ai dit l'essentiel sur le matériel. Il reste à parler de quoi? Donc je vous dis ici, il y a une bande. Alors cette bande, vous l'appelez, c'est des fichiers. Ici, vous avez 3 trous qui ne servent à rien. Sauf si vous décidez de mettre les dames au départ ici. À ce moment-là, les fichiers seront là et là, il n'y aura rien. Pour ça. Hein. Et puis ça sert aussi, celui du milieu, pour le mettre un bougeoir. Bien. De quoi je parle maintenant? Après, j'en laisserai pour plus tard. Donc, ici, cette bande-là, bon, celle-là n'a pas de nom particulier. Voilà. Ça, c'est la bande des 12 trous, mais c'est la mienne. Et celle-là, c'est la bande adverse. Voilà. OK. Et ça, c'est la bande du milieu, médiane. Bon. Rien de spécial. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez les dés. Donc, vous avez 2 dés. Bon, les 2 dés, c'est des dés. Voilà, c'est tout. Hein. Okay. Les appellations des dés, bon, je ne veux pas revenir là-dessus pour l'instant. Et ça, c'est des cornets. Donc, chacun a son cornet pour jouer. Mais il n'y a qu'une paire de dés. On joue à tour de rôle. Voilà. Les dés anciens étaient de ce style-là, mais des fois, c'était unique de la corne. C'est pour ça qu'on appelle ça un cornet. Et il y avait... c'était, on peut dire, des espèces de scarification, on va dire, à l'intérieur, assez profond, de telle sorte que les dés qui étaient bien carrés, pas comme ceux-là, lorsqu'on versait, ils pouvaient basculer. Voilà. Ils basculaient. C'était fait pour avoir que ce soit plus aléatoire. Bien. Les dés, c'est fait. Et maintenant, il faut que l'on parle de ce que l'on voit ici sur les tables. Alors, on voit 12 flèches. Ça s'appelle des flèches. Les 12 flèches ici. Je vais les enlever. 12 flèches de mon côté, 12 flèches du vôtre.
Ça s'appelle des flèches. Il y avait d'autres appellations. Ça on appelait ça. Alors parce que vous voyez ici, les flèches sont un peu larges, hein, d'accord? C'est des triangles, voilà. Mais en France en tout cas, je vous montre. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, je vous montre ici. Ça c'est original, c'est l'origine. C'est de manière originale. Qu'est-ce qu'on voit? Que les flèches ne sont plus de cette dimension, mais sont très étroites. Et alors on appelait ça plutôt des lames. Ce sont des lames de poignard. Hein. Et puis des pointes aussi. Des pointes. Alors là, ça rappelle un peu comme le vocabulaire anglais pour le backgammon, où il parle de point. Ça c'est le point 1, 2, 3, etc. Voilà. Et compte ça en point. Alors on peut croire que ça veut dire un point, comme on compte le nombre de points, quoi. Oui, alors c'est vrai parce qu'on a 3 points de dés ou 4 points, etc., une distance. Mais probablement qu'en fait, ça vient plutôt du français pointe, et qui veut dire, prononcé en anglais, qui va faire point. Voilà. Donc ici, si vous avez des pointes, des lames, des flèches. Voilà. Bon, maintenant, vous voyez rarement ça. Hein. Donc, mais moi, j'aime bien. C'est beaucoup plus discret. Là, c'est trop ostentatoire. Des fois, là, ça va, hein, parce que c'est léger. Mais vous avez des tables de backgammon, des plateaux de gammon, des tabliers de backgammon, qui, eux, pour jouer au backgammon, enfin, on peut jouer à tout dedans. Hein, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des flèches larges, des triangles larges, et avec des couleurs très vives, comme ça. Et je trouve que c'est gênant pour jouer, quoi, pour se concentrer. Bon, après... chacun voit ce qui l'intéresse. Hein. Voilà. Donc je vous ai montré. Donc vous avez vu la différence, le vocabulaire qu'on utilise pour le matériel. Voilà, c'est les bandes bordures, hein, bordure aussi. Hein, voilà, tout. Elles sont là pour... bon, d'abord parce qu'il faut bien retenir les pièces à l'intérieur. Hein, et puis là, on utilise pour mettre les trous qui vont servir à compter les parties gagnées, partie simple, partie double, etc. Et puis le nombre de trous. Quoi. Et puis ça sert à ça, et puis ça sert aussi que lorsque vous lancez les dés, vous les lancez comme ça, et ensuite vous devez les lancer sur la bande adverse, la paroi de la bordure adverse, pour qu'ils rebondissent. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc ça sert aussi à ça, parce que les dés étaient carrés avant, donc ils ne roulaient pas, il fallait taper fort. Ça pouvait taper soit sur la bande, soit sur les dames qui étaient déjà déposées. C'est ça important. Et ça délimite les petits gens, les grands gens. Voilà. Il y a une autre appellation qui est très importante à savoir, c'est, et ça même dans les livres le livre des jeux d'Alphonse X de Castille, donc fin du XIIIe siècle, en castillan. Bon, ben, il utilisait ce mot-là, c'est le mot cadran. Voilà. Donc cadran. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cadran? Un cadran, c'est un espace de 6 flèches. Là, vous avez le premier, là pour lui, le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. On peut parler en cadran aussi. Voilà. Et puis, je crois que c'est par métonymie, on dit. Bon, ceux qui connaissent bien, qui manipulent bien toute cette technique linguistique, jugeront. Eh bien, le premier cadran, beaucoup vont l'appeler le petit Jean. Alors qu'en fait, le petit Jean, c'est une manière de gagner. Ce n'est pas un espace, ce n'est pas du matériel. C'est une manière de gagner. Donc, mais comme c'est l'endroit, le cadran, on va dire, qui va servir à faire le petit Jean, on finira par l'appeler petit Jean. Voilà. Petit Jean, celui-là, grand Jean. Ça, c'est le grand Jean de l'adversaire, et ça, c'est mon Jean de retour, qui est votre petit Jean, et ça, c'est votre Jean de retour aussi. Voilà. Donc, il faut manipuler ça, parce que vous pouvez l'entendre. Voilà. Et là, c'est pas défini comme je vous dis, le coup qui va faire marquer des points, mais l'endroit où on fait ce coup. Voilà.
Voilà. On continue avec le matériel et puis après je vais arrêter. Alors, vous avez donc 12 flèches. On ne dira pas pointe ni lame, hein, je vous le dis tout de suite. Donc des 12 flèches, ça, oui, on peut dire. Mais on ne dit même pas 12 flèches parce qu'on va appeler ça des cases. Des cases, vous voyez. Les cases comme les maisons, hein, c'est des maisons. Fait. La casa, c'est des maisons. Donc, vous avez, ici, vous avez 6 et 6, 12 cases. Et 12 de l'autre côté, 24. Bien. Ce sont donc, on va dire, des cases. Plus facile, ça s'appellera ça c'est une case. Voilà. Ensuite, les cases vont avoir une appellation aussi en fonction du nombre de dames qu'il y aura dessus. S'il n'y en a pas, c'est une case vide. C'est une case vide. C'est clair, hein? S'il y a une dame sur une case, c'est une demi-case. C'est une demi-case. C'est-à-dire que la case n'est pas complète. Et si vous avez 2 dames, vous avez une case pleine, mais on dira une case, tout simplement. Donc si je mets une dame ici, je dis que j'ai fait une demi-case. Les noirs ont fait une demi-case. S'ils en mettent un deuxième, ils ont fait la case, complète ou pleine. Mais c'est la case. Mais vous pouvez utiliser, si vous voulez renforcer. Là, j'ai dit, j'ai une case. Là, j'ai une demi-case. Et on finit par appeler case, non plus la flèche, ou la flèche qui est la case, mais le matériel qui est dessus. Ah ben là, j'ai une demi-case. Alors que, voilà, ça c'est battre une demi-case, une case entière est protégée, etc. Donc il faut savoir bouger tout ça, mais sachant qu'à l'origine, ce qui est sûr, c'est que la case, c'est la flèche. C'est la flèche, mais la flèche, la case est vide, la flèche est vide, la case est vide, elle a une demi-case là, et ça c'est une case complète, pleine, entière. Voilà. La case, tout simplement. On cherche à faire des cases au tric-trac, hein. Des demi-cases, c'est dangereux, mais parfois ça rapporte des points aussi. Et maintenant, si j'en rajoute ici une, et bien ça on va appeler ça une surcase. C'est une surcase, d'accord? Voilà. Et là j'ai une surcase, là j'en ai 2, 3, etc. On peut lire aussi des cases, on peut dire que c'est... Mais ça utilise dans plusieurs sens, mais ça, on pourrait appeler ça des dames, c'est des dames excédentaires. C'est une dame excédentaire. On n'a pas besoin de celle-là pour faire une case. Donc si j'en mets une de plus, c'est une surcase ou une dame excédentaire. Vous voyez? Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? Je vais vous parler de la couleur. Pourquoi y a-t-il deux couleurs? On pourrait s'en passer complètement. On pourrait mettre tout noir ou tout jaune, hein, c'est pas un problème. Ça n'empêcherait pas de jouer. Mais c'est parce que ça facilite le calcul. C'est-à-dire que si vous faites lancer un dé, par exemple, un seul dé, chaque fois que vous allez sortir un nombre de points impairs, vous allez changer de couleur. C'est-à-dire si vous partez sur un noir, si vous faites 5, vous savez que vous allez aboutir sur un jaune. Et si c'est un nombre pair, vous allez aboutir sur la même couleur, sur un noir, si vous plaît, inversement sur jaune. Alors c'est vrai quand on additionne les 2 dés, bien sûr, et vous voulez savoir, parce que c'est surtout valable quand c'est loin. Et, bon, mais si vous faites un 5 et 3, ça fait 8. Bon, ben, où c'est? Ben, 8 c'est pair. Hein. Donc, bon, ben, le 6, vous savez qu'il est là, mais bon, le 8 est donc là. Hein. Voilà, c'est tout. Ça va plus vite. Hein. Et même si vous devez viser votre adversaire, vous allez pouvoir viser plus facilement. Vous voyez? Donc, 3, 8. Et puis, pareil, là vous avez 3 et 1, ça fait 4. Donc 4, vous allez rester sur la couleur. On va rester sur la couleur. 4. Donc, je suis sur noir, c'est ici. Okay. Et bon, ça, on le sait.
Et puis si c'est pas sur la couleur, 4 et 1, vous voyez, 4 et 1, on change de couleur, 5 c'est ici. Voilà. Voilà. Ça c'est ça. Ça sert à ça, là, les couleurs différentes. Pour jouer du pair ou de l'impair. Voilà. Ça, c'est 3 jetons. Hein. Donc, il y en a un qui s'appelle de bredouille. Mais là, je ne vais pas vous parler de ça parce que ça serait trop long pour l'instant. Il y a un jeton pour un joueur, un jeton pour l'autre, et un qui va être soit pour l'un, soit pour l'autre, un peu comme le pavillon pour ou la cravate pour les trous. Ça, c'est la même chose, mais c'est une marque, comme quoi on est en passe de marquer une partie double. Et c'est celui qui la prend qui va le faire. Mais l'autre n'en a pas besoin s'il commence tout seul. Voilà. Ça, il faut aller voir les règles. On appelle ça la bredouille. Voilà. Quand on marque et on marque avec 2, vous voyez, comme ça, on va marquer en bredouille. On appelle ça marquer en bredouille. C'est-à-dire qu'on est en passe de marquer double. Si c'est le premier à marquer, il n'a pas besoin, je vous l'ai dit, il n'a pas besoin du jeton de bredouille. Il est aussi en bredouille. Malgré tout. Voilà. Ok, ça fait. Les dés, vous avez des dés différents, c'est un coup simple. Vous avez des dés qui indiquent la même valeur, ça s'appelle un doublé. Non pas un double, un doublé. Un doublé, pourquoi? Parce que n'importe quel objet qui est identique à un autre, les deux, et bien on appelle ça, quel que soit c'est un terme générique, on va appeler ça un doublé. Là, c'est un doublé parce que c'est les 2 dés sont identiques, l'un répète l'autre. C'est un doublé. Voilà. Si on les jouait 2 fois, comme au bagamon, on les appellerait doubles, parce qu'on va les jouer 2 fois. Les 2 4 vont être répétés. On les jouera 2 fois. Mais là, au tric-trac, on ne joue que ce que l'on voit. Dans le doublé se joue comme un coup simple, 4 puis 4. Chaque doublé a un nom. Alors je vous en donne une petite série, histoire de... J'en ai déjà parlé, hein, mais après, il y a plusieurs manières, on pourrait faire une vidéo dessus. Hein. Ça s'appelle un besace, qui est un diminutif d'ambesace. Ambe, les deux as, ambesace. D'accord? Donc, et on le réduit à besace. Certains disaient aussi besé. Et c'est besace qui était le plus utile. Je ne vais pas parler du 2, je vais parler du 3. Le 3, le doublé de 3, on va l'appeler comment? Eh bien, on va l'appeler terne. Terne, c'est 3. Alors, terne, c'est vrai, c'est KS. Il y a 2 ternes. D'accord? Terne. On dira terne. Voilà. Pour 3. Donc, on a vu, hein, besace, terne. Pour 4, alors 4, c'est particulier parce qu'on va l'appeler carme. Vous voyez, comme les carmes, les religieux, les carmes. Mais c'est un jeu de mots. C'est plus, comment on disait, cadre, carme, bon, je sais plus. Il y avait quaderne, des choses comme ça. Et bon, bah, après, en jouant sur les mots, ça devient un carme. Et c'est comme ça que c'est resté. Donc c'est un doublé de 4, on dira carme. C'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Et quand on joue, on les appelle comme ça. Carme. Ensuite, quand il y a les 5, ben ça c'est connu encore, hein, parce que ça s'appelle des quines. Donc, on a quine là. Quine, c'est 2, 5. Voilà. Et quant au 6, alors le 6, ça se disait scène, S-E-2-N-E-S, scène, ou san, S-A-2-N-E-S. Et, mais ça a été pareil que pour Carme, on l'appelait sonner. Sonner. Sonner, comme sonner les cloches. Voilà. C'est des jeux. Donc ça, on l'appellera sonner. Voilà. C'est assez important ce que je dis parce que ça c'est la culture du trick-track. Hein. Mais il n'y a pas qu'au trick-track. Hein. Quand ils jouaient au dé, chez Rabelais, ils utilisaient les mêmes termes. Hein. Et il y en a un, je n'en ai pas parlé. Et vous savez pourquoi? C'est le doublé de 2. Eh bien, figurez-vous que le doublé de 2, c'est le seul à ne pas avoir de nom particulier qui a été, on va dire, communément retenu. Je vais vous dire pourquoi communément. Et donc,
on va l'appeler comment? Eh bien, on l'appellera double 2. Donc quand on obtient ce coup, en lançant un dé, eh bien, on dira double 2. C'est comme ça. Alors, certains ont dit, mais c'est se pratiquer dans les jeux de dés, mais pas beaucoup quand même. Et c'était B2. Vous voyez, on avait Besace et B2, comme en B2, les deux 2. Hein, d'accord? B2. Bon, c'est pas resté. Pourquoi? Parce que je pense que ça sonne pas bien B2, donc double 2. Voilà. Quant au coup simple, ils n'ont pas de nom, hein, mais on doit toujours dire le dé le plus fort, suivi du dé le plus faible. 5 et 4, on dira. Vous voyez, là, je dirais 6 et 5. Alors, quand je dis je dirais, je vous ai dit que la parole n'a pas d'intérêt. Bon, eh bien, dans les premières règles, on disait qu'il fallait systématiquement annoncer les dés. C'est-à-dire, je lance le dé, le cornet, et je dis 5 et 2. Il ne touche pas, et je joue, je fais ce que j'ai à faire. Si c'est un doublé, ici je vais dire pin. Mais en un seul mot, c'est bon. Alors, est-ce que c'est une faute de ne pas annoncer les dés? Ben non, pas du tout. Parce que si je prends Laurent Soumy, qui a écrit un très bon livre sur la référence sur le trick-track, donc au début du XVIIIe siècle, il disait au départ qu'il fallait annoncer. Et puis dans sa deuxième édition, plus tard, 20 ans après, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ce n'était pas nécessaire. Mais c'est quand même recommandé pour éviter la monotonie. Voilà. Sachant que si vous lancez les dés et vous dites 5 et 3, alors qu'il y a 6 et 3, bien entendu que c'est le 6 et 3 qui va être pris en compte. 5 et 3, c'est comme si vous n'avez rien dit. Hein. C'est tout. J'ai déjà dit tout à l'heure tout ça. Mais quand je dis 5 et 3, vous, en face, vous voyez les dés. Et vous voyez bien, c'est 6 et 3. Donc vous allez me reprendre. Et là, vous voyez, c'est 6 et 3. Comme ça, de cette manière, on s'assure un peu que l'adversaire, que celui qui a lancé les dés, va jouer ce qu'il a lancé. Va jouer ce qu'il a dans le tablier et non pas ce qu'il annonce. Voilà. Bon, je vous dis ça, comme je vous dis, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si vous partez sur... Moi, je préconise que ça se fasse. Hein. Si vous ne les annoncez pas, ça pose pas de problème. Vous n'êtes pas obligé. Mais ça risque de faire un long silence. Voilà. Annoncer les dés, ça scande les coups. En fait. Oui. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et il me reste à vous parler des cases spéciales. Alors les cases spéciales ont des noms. Toujours pareil, c'est des noms qui n'ont pas besoin d'être dits. Mais on sait qu'ils existent. Alors, je vous ai déjà parlé de cette case-là, la première case, et on l'appelle le talon. Le talon parce que c'est là où on met toutes les dames au départ, on empile toutes les dames. Quand c'est possible, il faut faire comme ça. C'est-à-dire, vous avez 3 tas de 5. C'était prévu pour ça. Et avec une petite bout de pointe qui est d'espace pour qu'on puisse compter les points. Mais si vous jouez avec un tablier moderne là, qui sert pour le backgammon, vous allez pouvoir en rentrer jusqu'à 5. Donc vous en mettrez plutôt 4 pour laisser un petit bout de flèche pour pouvoir bien compter vos points. C'est pas une obligation de... Là non, c'est pas bon, hein, parce que là on voit plus la flèche. Oui. Non. Voilà, on fait comme ça. Alors ça, ça s'appelle le talon. Cette case, c'est le talon. En fait, c'est la case où on met le talon, mais la case, finalement, on l'appelle le talon.
on revient au talon. Lorsqu'on s'en va, on remet les dames au talon. Voilà. Bien. Mais il avait un autre nom. Un nom intéressant. Alors il s'appelait le tas de bois. Le tas de bois. Alors parce que ça voulait dire qu'on jouait, les deux jouaient avec des dames, des tables à l'époque en bois. Et donc, bien entendu, et donc ça s'appelait le tas de bois. Voilà. La table de bois. Mais bon, c'est pas utilisé. Et ça, donc, c'est le talon. Ensuite, il y a une case particulière, c'est cette case ici. Donc c'est la sixième, non, c'est la cinquième celle-là. Parce qu'on compte, c'est important aussi, on compte les cases, on numérote les cases, enfin, dans l'esprit, hein, quand on va raconter un peu notre partie. Si je dis que j'ai fait la cinquième case, ça veut dire que j'ai mis 2 dames sur la cinquième, c'est qu'ici. 1, pourquoi? Parce qu'on compte, ça c'est le talon, 1, 2, 3, 4, 5. Et après ça va faire 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc vous voyez, vous avez 12 cases, ça c'est le talon, et ensuite 5, et vous finissez à la 11e, dont je parlerai après. Je vous parle d'avant, celle-là. Ici j'ai fait la 5e case. Donc, ici je fais la demi-case sur la 5e. Hein. La 5e flèche. Vous pouvez mélanger les termes, c'est pas un problème. Et donc, ce qui sonne le mieux, très bien. Eh bien, cette case-ci, qui est remplie ou pas remplie, peu importe, hein, elle peut être vide, demi, peut avoir des surcases, peu importe, eh bien, elle a une appellation, et ça s'appelle la case, le coin bourgeois. On l'appelle le coin bourgeois. Pourquoi il est dans un coin? Vous voyez, s'il est dans un coin, donc on l'appelle le coin bourgeois. Il est bourgeois parce que si vous, au début du jeu, si vous chargez un peu, les dames qui sont ici, donc portent jusqu'à 6 ici, et vont vous permettre de vous étendre et d'essayer de faire cette case ici, dont je vais parler après, qui est très importante. Donc, le coin bourgeois. Certains ont appelé aussi celle-là le coin bourgeois. Et Jolivet, le premier auteur à avoir écrit dessus, 1634, était un peu ambigu sur l'affaire parce qu'il parlait de coin bourgeois et de coin marchand. Alors, on ne sait pas trop si vous voulez dire qu'il y avait une qu'il appelait le coin bourgeois, celle-là, et celle-là c'est le coin marchand. Ouais. Ou bien c'est que les deux pouvaient s'appeler coin bourgeois ou coin marchand. Donc on pouvait prendre le coin pour les deux ici, les deux cases ici, ou bien que celle-là, Mais c'est communément admis que c'est cette case qui s'appelle le coin bourgeois. Alors, ça n'a pas de... C'est qu'une appellation, hein, c'est comme le talon, bon, c'est une appellation. Il n'y a pas de règle particulière là-dessus. Bien. On voit que c'est une case importante. Les bourgeois, important. Ensuite, on passe à la case suivante. C'est celle-ci. C'est la 7e. D'accord? 6 et 1, 7. La 7e case, on va l'appeler la case du diable. La case du diable. Donc, si vous faites votre case du diable, voilà. Là, la case du diable est faite, une demi-case, etc. Je peux la charger. Voilà. C'est la case du diable. Bon, c'est pareil, c'est une appellation. Vous n'utilisez pas le mot, hein, mais c'est comme ça, vous savez, c'est la case du diable. Alors pourquoi l'appelle-t-on case du diable? Eh bien parce que lorsque... je vous ai dit que ce qu'on cherche à faire, le plus souvent, bien entendu, ça va être de faire le grand Jean, donc de mettre deux dames partout. Mais 2 sur chaque flèche, case, ça va faire 12 dames. Il en reste plus que 3. C'est pas beaucoup. Donc si vous faites des dames un peu partout, mais pas celle-là, et que vous voulez finir avec cette case-là, elle est réputée difficile, très difficile à faire.
Et donc, souvent, on rate le grand Jean parce que on n'arrive pas à faire cette case. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à terminer son plein, le plein, donc le grand Jean, par cette case-là. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle la case du diable. Mais parfois, ça marche. Je continue. C'est pareil, c'est une appellation, mais ça rappelle, il faut faire attention quand même. Et vous avez une autre qui est ici, ce qui est la 10e case. La 10e case, elle a une appellation, c'est la case de l'écolier. Bon, ben là, c'est un peu à l'inverse, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, ce que disaient les auteurs, c'est que ben, les joueurs, lorsqu'ils n'ont pas l'habitude de jouer, ils ont une tendance à faire cette case en premier. Bon, celle-là est compliquée, je vais l'expliquer, et celle-là qui n'est pas très compliquée, ils se mettaient ici. Alors je vous dis tout de suite, c'est pour pouvoir s'attaquer au jeu adverse. Ils se rapprochent de l'adversaire. Et donc, ils peuvent, ce qu'on appelle, battre les dames de l'adversaire et marquer des points. Ça s'appelle des jambes de récompense. Bien. Donc, ils appellent ça case de l'écolier parce qu'elle est pas jugée. Il était alors jugé que c'était pas bon de commencer par cette case. Évidemment, si vous commencez par la fin, là, d'accord, eh bien, vous aurez aussi des difficultés. Vous allez, parce qu'après, si vous êtes obligé d'en remettre, mais là, vous voyez, il va y avoir des dames qui vont être perdues, qui ne pourront plus servir au remplissage. Et sachant que vous n'en avez que 3 supplémentaires, hein, excédentes. Donc, pas possible. Donc, cette case n'était pas recommandée. Mais au XIXe siècle, Pierre-Marie Michel, le peintre, qui a écrit un excellent traité en 1818, il disait que cette case, il préférait lui l'appeler la case la Travanée. Travanée. Et bon, bref, c'est un marquis. Hein, marquis, donc, en 1818, vous voyez, on est sur la Restauration. Et, grande. La Restauration, c'était très bon pour le tric-trac qui est revenu dans les salons. Et donc, c'est pour ça que les gros traités, ils datent de la Restauration. 1816, 1818, 1822, c'est les plus gros traités. Bon, ok. Il appelait la Travanée. Pourquoi? Parce qu'il disait que le marquis de la Travanée, l'époque de l'Ancien Régime, eh bien, il avait l'habitude de commencer par cette case que les autres appelaient la case de l'écolier et qui gagnait beaucoup de parties en faisant comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une case un peu ambiguë. Il ne faut pas la considérer systématiquement comme quelque chose de vraiment scolaire. Non, ça peut être. Ça dépendra de la position de l'adversaire. Bon, ça c'est fait. Jusqu'à présent, tout ça, ça n'oblige pas des règles particulières. Hein. Voilà. Mais nous arrivons à la dernière. Alors bien sûr, si vous connaissez le tric-trac, si vous regardez les règles, vous ne connaissez pas, mais vous avez les règles, vous apprenez, vous savez, cette case-là, elle est très particulière. Hein. C'est qu'en fait, on va l'appeler le coin de repos. Le coin. Alors vous voyez, hein, c'est le coin bourgeois, là c'est le coin de repos. Le coin de repos, ou aussi on l'appelait le grand coin, ou bien tout simplement le coin. Voilà. Bon, moi ma 11e case, c'est ça, c'est mon coin, et ça c'est votre coin de repos. Bien, repos, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Une fois qu'on y est, on se sent bien. Hein. Voilà. Et je veux dire que dès le départ, vous avez un objectif, c'est faire ça, c'est faire le coin. Faire le coin, vous voyez, c'est une case qui s'appelle coin de repos. On fait le coin. On fait son grand coin, on fait le coin de repos. On prend son coin aussi, vous voyez. Pareil. Vous voyez, ça marche aussi. Et bon, mais pour faire le coin, toutes les cases dont j'ai parlé là, du talon jusqu'à la 10e, on peut faire une demi-case. Et puis plus tard, on fera une case entière. Et puis voilà.
mais on peut commencer par une, toute, jusqu'ici. Dangereux, hein, comme ça. Bon, eh bien, le coin de repos, lui, il obéit à une règle bien plus compliquée, parce que vous devez amener sur le même coup les deux, quand il est vide, vous devez faire une case entière d'un seul coup. Bon. Comme avec 2 dés, vous ne pouvez déplacer au maximum 2 dames, donc sur un même coup, vous allez, si vous voulez vous positionner vos dames sur le coin de repos, vous devrez amener les 2 dames d'un seul coup. Alors par exemple, là, je fais 6 et 3. 6 et 3. Donc, si vous faites 6 et 3, vous allez prendre le 6 et vous allez prendre le 3. Voyez. Mais si vous faites 6 et 1, ici, hein, 6 et 1, vous ne pouvez pas faire le 6. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Parce que vous n'avez pas fait le 3. Donc c'est pas possible. Donc vous allez devoir jouer différemment. Alors sur là, vous ferez 6 par exemple ici, et là 6 ici, qui vous permettra d'avoir une case pleine. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors je n'avais pas peur, je pourrais vous parler comment là je vous ai montré comment avec un 6 et un 3 on faisait son coin de repos. 6 et 3. Ça s'appelle la méthode directe. Voyez, vous prenez votre coin directement. Ou par effet. On appelait ça, vous voyez, c'est continue le vocabulaire. Hein. On prend directement le coin ou on le prend par effet. C'est la même chose. Mais vous pouvez aussi le prendre par puissance. C'est-à-dire qu'en fait, par puissance, c'est que vous faites un coup qui normalement ne vous permet pas de prendre le coin. Normalement. Mais là, c'est par puissance, donc il peut le faire. Alors, exemple, on va rester sur 6 et 3. Maintenant, je me positionne ici. Et là, vous faites 6 et 3. Regardez, le 6 n'y aboutit pas, le 3 non plus. Mais alors 6 et 3, j'ai dit, excusez-moi. Et donc 6 et 3, je regarde, le 6 porte sur le coin inverse où je n'ai pas le droit de me mettre. Ni une dame, ni 2 dames. Il y a que le coin appartient uniquement aux dames qui sont de la couleur dans le sens aller. Donc les blancs, ils ont leur noir, les noirs, ils ont leur coin, et les noirs ont leur coin. Donc si je fais 6 et 3, je vais faire 6 comme ça. Alors, je vais amener mon 6 ici. Vous voyez, je ne le mets pas dans le coin, je n'ai pas le droit. 6 et 3, je fais comme ça. Je les garde dans la main, et je les ramène ici. Et ça s'appelle prendre son coin par puissance. Contrairement à prendre son coin par effet. Là, j'ai que 2 dames, ça sera soit l'un, soit l'autre. Hein, d'accord. Mais si j'ai plus de 2 dames, alors je peux, sur un même coup de dé, avoir la capacité de faire mon coin par puissance, comme je viens de faire, ou par effet, comme j'ai montré tout à l'heure. J'ai les 2 possibilités. Ce ne sera pas avec les 2 mêmes dames, bien sûr. Une peut servir pour les 2, mais pas les 2. Il faudra au moins une 3e dame. Bon, mais à ce moment-là, si je peux le prendre par puissance et par effet, l'un ou l'autre, je serai obligé de le prendre par effet. C'est-à-dire directement. C'est une obligation. C'est-à-dire qu'en fait, prendre par puissance, on appelle ça un privilège. Voilà encore un mot de vocabulaire. C'est un privilège. C'est-à-dire que c'est quelque chose que normalement on ne peut pas faire, mais on a le privilège de le faire si on n'a que cette solution. Voilà. On n'est jamais obligé de prendre son coin. Voilà. C'est recommandé. Et je vais en rester là, parce qu'après ça risque d'être long. Mais là, vous voyez, j'ai déjà bien avancé. Alors si vous connaissez le trick-track, ou peut-être pas complètement, ça peut vous donner davantage d'informations. Et après, je verrai de quoi je pourrais vous parler. Mais sur le jeu de retour, les dames qu'on a en trop pour faire un plein, des choses comme ça. Et puis, quand on bat une dame, etc., quand on passe de l'autre côté des dames, alors je vous dis tout de suite, on appelait ça outrepasser, parce qu'on passe de l'autre côté du jeu adverse. Les blancs ont avancé, je prends une dame et j'arrive à passer de l'autre côté, derrière.
s'ils sont tous là, je passe ici, je vais outrepasser. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis il y a des expressions, briller, s'embider par la queue, ou s'amuler par la queue, voilà, des choses comme ça. Il y a toutes des choses. Faire un genre de. Comment ça s'appelle de choses, mais quoi ça s'appelle basse chose enfin, bref. De courtes choses. Un genre de courtes choses. Vous avez fait un plan, ça fait un grand genre, un petit genre, un grand genre. Et alors, c'est surtout pour le grand genre, et on peut faire un genre de courtes choses. Et ça, je vous expliquerai ce que c'est. Voilà. Voilà déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Et maintenant, je vais devoir m'arrêter. Et bien entendu, si vous aimez, vous pouvez. Mais si vous êtes arrivé là, c'est que vous aimez, parce qu'autrement, ça serait dur. Hein. Alors donc, ben, vous pouvez mettre le pouce en l'air. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Le like, mais bon, comme ça. Et puis si vous aimez vraiment et que vous voulez avoir un suivi des choses et vous faire valoir cette chaîne, lui donner du regard, mais ça se passe en ce moment, eh bien vous pouvez vous abonner, voilà, et puis mettre la cloche pour être averti qu'il y a une nouvelle vidéo, par exemple. J'en sors quand même beaucoup. Hein. Et maintenant je vais vous dire bonne soirée ou bonne journée, et puis à très bientôt j'espère. Au revoir.